Vous vous rappelez l'attentat de Sarajevo en 1914 qui en fait a découlé sur la responsabilité des Serbes et qui a déclenché la Première Guerre mondiale. La Russie a envahi l'Ukraine. À l'heure où nous faisons cette vidéo, le bilan est déjà lourd, avec probablement des milliers de victimes et des centaines de milliers de réfugiés. Nous condamnons cette offensive qui est le fait de l'impérialisme russe. N'oublions jamais que les premières victimes seront toujours les civils, et quelle que soit l'issue du conflit, le futur de l'Ukraine s'annonce très sombre. Pourtant, choisir son camp dans cette guerre fratricide n'est pas une solution. Il faut imposer la paix par tous les moyens diplomatiques possibles. Et pour résoudre cette situation collectivement, il faut déjà essayer de la comprendre, en s'informant le mieux possible. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? En 2014, la Crimée et les régions russophones de l'Est de l'Ukraine, les régions du Donbass, se sont rapprochées de la Russie. La Crimée a même proclamé son rattachement à Moscou. On a présenté cette crise comme étant le résultat de l'annexion de la Crimée par la Russie de Poutine. C'est pas faux, mais la réalité est plus complexe. Déjà, il faut comprendre que le peuple ukrainien et le peuple russe sont très liés culturellement. Ils sont liés par une histoire millénaire qui remonte à la Russe de Kiev. Les deux langues restent très proches et avec la Biélorussie, ils font partie de ces pays considérés comme ayant le même héritage culturel, qui ont le même berceau historique et géographique, c'est-à-dire Kiev et son rayonnement. Alors, ça ne veut pas dire que le sentiment national des Biélorusses et des Ukrainiens n'existe pas. Contrairement à ce que prétend Poutine, l'Ukraine est bien une nation à part entière comme la Biélorussie. D'ailleurs, Lénine et les bolcheviks ont créé les républiques soviétiques exactement pour ça, en leur donnant une voix spécifique à l'ONU. Mais ces différences entre ces trois peuples, biélorusses, ukrainiens et russes, ne doivent pas faire oublier leur grande proximité culturelle et historique. Ça nous amène à l'année 1990, au moment où les dirigeants soviétiques sont en train de préparer la dissolution de l'URSS. Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS, et ses alliés sont persuadés que la fin de l'URSS va convaincre les États-Unis d'arrêter d'encercler la Russie et de garantir la paix mondiale. Quand Gorbatchev discute avec le secrétaire d'État américain James Baker, il envisage déjà de désintégrer l'URSS et pour accepter de le faire, il demande aux Américains une garantie très simple, il leur demande de ne pas créer de nouvelles bases militaires de l'OTAN à l'Est. Pour ceux qui ne savent pas, l'OTAN est l'Alliance de l'Atlantique Nord, qui est une alliance politico-militaire entre les États-Unis et l'Europe pour se prémunir contre toute tentative expansionniste de l'Union soviétique. Les Américains acceptent donc la fin de l'expansion de l'OTAN vers la Russie et, en échange, Gorbatchev accepte de poursuivre les démarches pour dissoudre l'URSS contre la volonté des citoyens soviétiques. À la chute de l'URSS, les nationalismes se sont exacerbés et apparaissent alors 15 républiques indépendantes. 30 ans plus tard, est-ce que les États-Unis ont tenu parole? Non, ils ne l'ont pas tenu. La Russie s'est fait encercler peu à peu par l'OTAN. Au fil des années, 14 pays de l'ex-URSS ont rejoint l'OTAN, la République tchèque, la Slovaquie, la Macédoine du Nord, Monténégro, la Croatie, la Slovénie, l'Albanie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, ainsi que des pays qui partagent leurs frontières avec la Russie, comme la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Pologne. Et avec des boucliers antimissiles dans cette dernière. D'ailleurs, le journal allemand Der Spiegel a confirmé la semaine dernière que les États-Unis avaient bel et bien promis aux Russes de ne pas étendre l'OTAN à l'Est. L'OTAN s'est révélé n'être que la machine à étendre la sphère d'influence des États-Unis, à étendre l'impérialisme où jadis ils ne pouvaient mettre les pieds. Le pire, c'est que beaucoup de stratèges américains de premier plan avaient averti en disant que c'était dangereux d'élargir l'OTAN. Henry Kissinger, le diplomate le plus important du siècle, avait notamment dit que l'Ukraine devait être un pont entre l'Occident et la Russie, et que si elle ne devait pas être un pays satellite de Moscou, elle ne devait pas non plus rejoindre l'OTAN. Pareil pour George Kennan, William Perry, John Mearsheimer, etc. Des stratèges américains de premier plan qui se sont tous opposés à l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Malheureusement, c'était un scénario en cours d'écriture. Par exemple, Wikileaks a révélé un câble diplomatique américain datant de 2008 et qui parle de la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ce texte confidentiel anticipait tout ce qui allait se passer 15 ans à l'avance. Je cite... L'expansion de l'OTAN en particulier à l'Ukraine reste un problème émotionnel et névralgique pour la Russie, mais des considérations de politique stratégique sous-tendent aussi une forte opposition à l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine et de la Géorgie. En Ukraine, ces considérations comprennent des craintes que cette question puisse potentiellement diviser le pays en deux, menant à la violence ou même, selon certains, à une guerre civile, ce qui forcerait la Russie à décider si elle doit intervenir.
Après la chute de l'Union soviétique dans les années 90, la Russie a subi des humiliations que nous oublions trop souvent. Et ça a réveillé le nationalisme russe auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Pendant que le gouvernement russe de Boris Eltsine vendait le pays aux Américains, détruisait les conquêtes sociales de la période communiste, faisait s'effondrer l'espérance de vie des Russes, laissait la mafia diriger le pays, laissait les oligarques s'enrichir et réprimer l'opposition de manière sanglante, les États-Unis et l'OTAN déclenchaient une guerre meurtrière en Yougoslavie, à quelques centaines de kilomètres des frontières de la Russie. C'est à ce moment-là que les Russes ont compris que les dirigeants occidentaux n'étaient pas dignes de confiance. Pendant la guerre de Yougoslavie, les États-Unis et l'OTAN ont bombardé Belgrade pendant 2 mois. Ils ont détruit les ambassades des pays étrangers et ont fait des milliers de morts. Les Russes ont assisté impuissants au bombardement de leur peuple frère. Ils ont assisté au démembrement violent de la Yougoslavie. Ils ont vu les États-Unis reconnaître le Kosovo de manière unilatérale pour y installer des bases militaires et occuper les Balkans. Les ingérences des États-Unis en Tchétchénie puis en Géorgie ont confronté les Russes dans leur méfiance vis-à-vis des puissances occidentales et la Russie a peu à peu réorienté sa diplomatie vers une logique de résistance à l'encerclement militaire de l'OTAN. Cela dit, si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Une ligne rouge a été progressivement désignée par les dirigeants russes, pas de base militaire de l'OTAN en Ukraine pour des raisons de sécurité nationale. On peut le déplorer, mais c'est de cette manière que Moscou a décidé de se protéger. Cependant, en 2014, un coup d'État anti-russe est survenu en Ukraine. Et les Occidentaux n'ont pas arrêté de promettre aux Ukrainiens une future adhésion à l'OTAN. Ce coup d'État a été activement soutenu et piloté par les États-Unis. En février 2014, la diplomate américaine Victoria Nuland a été en première ligne pour superviser les événements en Ukraine. Déjà en décembre 2013, à la Fondation américano-ukrainienne, elle avait déclaré que les États-Unis avaient dépensé 5 milliards de dollars en 10 années pour soutenir les aspirations européennes de l'Ukraine. C'est effectivement un objectif central des États-Unis depuis des décennies, contrôler l'Ukraine, la ramener dans le giron de l'Union européenne et de l'OTAN pour affaiblir la Russie. Et les enregistrements des conversations téléphoniques qu'elle avait avec l'ambassadeur américain en Ukraine ont confirmé ça. Ils ont révélé l'ingérence grossière des États-Unis dans ce coup d'État. Sa réplique: fuck the EU. Traduction, elle disait qu'il fallait accélérer le coup d'État, quitte à ne pas demander l'avis de la France et de l'Allemagne. Bah alors, on ne s'attend pas, c'est quoi ça? La conversation qui date du 28 janvier 2014 a aussi montré que Victoria Nuland, diplomate américaine en chef, parlait déjà du futur gouvernement ukrainien. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. You know, I just think Klitsch going in, he's going to be at that level. Et le 27 février 2014, Arseniy Yatsenyuk était Premier ministre. 1 mois après. Dans l'enregistrement, elle évoque aussi les leaders de l'opposition, Oleh Tyahnabok, chef du parti néo-nazi Svoboda, qui était très actif dans le processus en disant que Yatsenyuk, le futur Premier ministre ukrainien, aurait besoin de lui à l'extérieur du gouvernement. Et effectivement, le parti néo-nazi Svoboda obtiendra 4 postes de ministre, et Tyahnabok n'y sera pas. Il restera à l'extérieur. Ça va? Les souhaits de madame sont respectés? Et ça nous amène à un sujet important, le nazisme en Ukraine. Le coup d'état d'Euromaïdan a été très influencé par l'extrême droite ukrainienne. Цих 8% би ефективність упала на 90%. То та які впливові, не було б націоналістів, все би це от пошло би сразу на гей-парад. Le président ukrainien en exercice depuis 2010, Yanukovych, fortement corrompu, avait fait le choix de ne pas se rapprocher de l'Union européenne pour rester en bons termes avec la Russie. Car malgré une histoire douloureuse entre les deux peuples et de nombreuses souffrances, les Ukrainiens ont des liens forts avec la Russie et 20% de la population du pays parle exclusivement russe. Le reste de la population parle ukrainien, mais connaissent dans leur grande majorité le russe et le pratiquent. Sauf que suite au refus du dirigeant Yanukovych de se rapprocher de l'Union européenne, les manifestations massives orientées par l'extrême droite ukrainienne ont fini par renverser le gouvernement et par instaurer un gouvernement très anti-russe. Dans le gouvernement issu de ce putsch, il y avait de nombreux ministres ouvertement néo-nazis du parti Svoboda, officiellement fondé sur la base de la nostalgie pour le nazisme et de la collaboration. Et
Comme on l'a dit, ce parti a obtenu 4 postes au gouvernement, qui a duré pendant des mois. Le fondateur du parti nazi ukrainien, Andrei Paroubi, a dirigé le Parlement ukrainien pendant 5 ans, de 2014 à 2019. Les premières mesures du gouvernement ukrainien d'extrême droite ont été de rayer la langue russe de la liste des langues officielles du pays, en supprimant l'enseignement en langue russe à l'école notamment. Cette mesure a mis le feu aux poudres quand on sait que 20% de la population ukrainienne est russophone. Le gouvernement issu du putsch a aussi interdit le parti communiste ukrainien, puis les néo-nazis de Svoboda du bataillon Azov et du secteur droit ont obtenu des postes stratégiques dans l'état-major ukrainien. Et ils ont obtenu carte blanche pour persécuter les opposants et commettre de nombreux massacres comme l'incendie d'Odessa en mai 2014 où 40 militants de gauche ont été brûlés vifs par des partisans du pouvoir. A noter aussi que Moscou utilise des mercenaires d'extrême droite, comme les cinglés du groupe Wagner. Alors, ces groupes n'ont pas le même poids idéologique et numérique que du côté de Kiev, et les mercenaires de Wagner ne sont pas dans l'armée russe. Enfin, il serait peut-être temps de balayer devant sa porte. Donc quand Poutine dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, c'est évidemment un prétexte opportuniste pour justifier l'invasion du pays. Mais il s'appuie sur un phénomène réel. Le régime ukrainien d'extrême droite, issu du putsch, en a profité pour se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Face à cette situation dangereuse, les populations russophones du Donbass et de la Crimée ont préféré se tourner vers Moscou, ce qui est logique. En Russie, au moins, les russophones ukrainiens ne sont pas réprimés, les communistes et les syndicalistes ont le droit de militer, et la réhabilitation du nazisme est interdite par la loi. Et cet éclatement territorial est une véritable tragédie pour ces peuples. Les États-Unis et leurs alliés ont volontairement attisé les tensions entre les Ukrainiens pour créer un nouveau pouvoir favorable à l'OTAN. Pendant 8 ans, les populations russophones ont été bombardées dans une guerre qui a fait plus de 13 000 morts. Depuis 2014 aussi, les agressions racistes et les massacres contre les Roms se multiplient, toujours à cause des mêmes bandes fascistes qui agissent en toute impunité en Ukraine. Même quand ils ne sont pas au gouvernement, la complicité des autorités ukrainiennes, qui les utilisent pour brutaliser et bombarder le Donbass, leur permet d'agir et de voir leur figure historique être réhabilitée, comme Stepan Bandera, leur pétain local. Par exemple, avant 2014, la fête nationale ukrainienne étant le 23 février, le jour du défenseur de la patrie soviétique, et depuis 2014 maintenant, c'est le jour de la fondation de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, UPA, la milice collabo de Bandera qui est célébrée par l'État. En Ukraine, les fascistes responsables de la Shoah par balle sont donc officiellement réhabilités et les marches d'hommage à Bandera ont lieu régulièrement. Et depuis 2014, on décore ces néo-nazis. Par exemple ici, Dmytro Kutsyubai, un des chefs des nazis du bataillon Azov, a été décoré par Zelensky. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État ukrainien laisse carte blanche à ces néo-nazis et les laisse gérer de nombreux aspects de la politique répressive du pays. Et comme on va le voir, ils ont une réelle influence dans la politique de ce gouvernement. Arsen Avakov, ministre de l'Intérieur ukrainien de 2014 à 2021, a par exemple nommé le commandant adjoint du bataillon Azov comme le chef de la police de Kiev. Le bataillon Azov, une milice fasciste ouvertement néo-nazie qui compte des milliers de combattants et qui est officiellement intégrée dans l'armée ukrainienne depuis des années. Et depuis 2016, la police nationale ukrainienne est officiellement dirigée par ce type, Vadim Troyan, ex-commandant adjoint du bataillon Azov. Ce 1er mars 2022, Zelensky a nommé le néo-nazi Maxim Marchenko à la tête de la région d'Odessa, alors qu'il était le dirigeant du bataillon fasciste Haïdar, responsable de crimes de guerre. Le néo-nazi Dmytro Yarok du parti fasciste Pravi Sector est conseiller au ministère de la Défense ukrainienne depuis des mois. Et donc c'est sur ces gens-là que compte le pouvoir ukrainien pour bombarder les populations russophones et persécuter les opposants depuis 8 ans. Je n'ai aucun message politique, mais sachez simplement que depuis une semaine on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images, j'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes ? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Au contraire. Et je ne défends pas Poutine. Est-ce que vous pouvez rester avec nous? Parce qu'on va recevoir Bernard-Henri Lévy dans quelques secondes. 13 000 morts depuis 2014. Et regardez cette institutrice, vous la voyez là, coupée en deux.
Ça, c'est les forces ukrainiennes. Bon, je continue parce que vous allez voir ce que c'est la guerre. Ça, c'est les abris. Ça date d'hier. Hein. Je vous invite à aller sur mon mur. Oui, non, mais regardez bien, monsieur, s'il vous plaît. J'étais dans le Donbass, oui. Regardez cette mamie-là. Pourquoi Zelensky, puisque c'est Zelensky, bombarde-t-il depuis 2014 les Ukrainiens du Donbass? Mais je ne suis pas d'accord avec eux. C'est ce Zelensky que je trouve magnifique. La Crimée, ancienne région russe, rattachée à l'Ukraine depuis 1954, est allée encore plus loin. Comme la région est composée de 90% de russophones, Moscou a usé de son influence pour organiser un référendum et faire voter le rattachement de la Crimée à la Russie en mars 2014. Même s'il y a là une forte probabilité pour qu'il y ait eu fraude, des sondages américains ont montré quand même que la majorité des habitants de Crimée étaient très attachés à Moscou, ce qui n'est pas étonnant au vu de la démographie et de l'histoire de la région. De leur côté, les populations de Donetsk et de Lugansk, de la région du Donbass, ont proclamé les républiques indépendantes de l'Ukraine et elles ont revendiqué leur attachement à la Russie elles aussi, mais à l'inverse il y a 8 ans, Poutine ne reconnaissait pas ces deux républiques. Il agissait par contre en sous-main. Et les dirigeants ukrainiens approuvent ces bombardements, ils adoptent même le discours de l'extrême droite à ce sujet. Voici par exemple ce que disait Porochenko, président ukrainien de 2014, à propos des populations russophones du Donbass. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Et encore ça là-bas, c'est juste un démocrate. Voilà le genre de truc qui passe dans leurs médias. Так може бути тому, що Донбас взагалі регіон, який, це не просто депресивний регіон, розумієте? Там настільки великий комплекс таких грона проблем, і головніше, наприклад, тому, що там просто дика кількість абсолютно непотрібних людей. В економіці, повірте, я абсолютно свідомо про це говорю. От якщо брати навіть чисто Донецьку область, там приблизно 4 мільйони населення. Що не менше 1,5 мільйона, там просто зайвих людей. Що хочу сказати, нам не треба розуміти Донбас, нам треба розуміти взагалі український національний інтерес. А Донбас треба просто використати як ресурс, який треба... Відповідно, з приводу розуміння Донбасу. Мені здається, що, в мене немає зрозуміння жодного рецепту, що тут можна зробити швидко, але найголовніше, що треба зробити в даний момент, як це там жорстоко не прозвучить, є певна категорія людей, яких треба просто вбити. Pour donner une idée du problème, la Russie a proposé plusieurs fois des projets de résolution à l'ONU pour condamner la glorification du nazisme. Toute la planète a voté en faveur de cette proposition russe. Les États-Unis et l'Ukraine, en revanche, ont voté contre. L'Union européenne, elle, s'est abstenue. Pendant 8 ans, la Russie a soutenu timidement ces républiques, sans les reconnaître, car les accords de Minsk, signés en septembre 2014, interdisaient la reconnaissance de ces républiques qui devaient rester dans le giron de l'Ukraine. Le problème, c'est que les accords de Minsk impliquaient aussi que Kiev arrête de les bombarder et que le gouvernement ukrainien accepte de donner des garanties d'autonomie aux populations du Donbass dans le futur de l'Ukraine. Il n'en a rien été, l'Ukraine a toujours continué à bombarder les populations russophones, encourageant cela par les États-Unis et l'Union européenne, avec à la clé 13 000 morts des deux côtés, sans que l'ONU ni les diplomaties internationales ne fassent quelque chose. Les rumeurs d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN se faisaient de plus en plus entendre depuis plusieurs années. En juin 2017, par exemple, le Parlement ukrainien a voté une loi en vertu de laquelle l'adhésion à l'OTAN était désormais une priorité stratégique. La Russie a proposé en décembre dernier des accords visant à garantir la non-expansion de l'OTAN à l'Est, comme cela avait été promis à Gorbatchev 30 ans plus tôt. Et cela faisait plus de 15 ans que Poutine mettait en garde l'OTAN de ne pas s'approcher davantage de son territoire. C'était la ligne rouge fixée par Moscou comme on l'a dit tout à l'heure. La Russie refuse que l'OTAN installe des bases militaires à sa frontière et c'est tout à fait logique, les États-Unis aussi refuseraient une telle manœuvre à leurs frontières. En 1962, on a frôlé la Troisième Guerre mondiale quand les Soviétiques ont voulu installer des missiles à Cuba. Si ce projet avait abouti, les États-Unis auraient sans doute réagi et déclenché un conflit mondial. D'ailleurs à noter qu'à l'époque, pour convaincre les Soviétiques de ne pas installer des missiles à Cuba, les Américains ont accepté de retirer certains de leurs missiles en Turquie. Aussi, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine, le 19 février, le président ukrainien Zelensky a réclamé l'adhésion de son pays à l'OTAN en exigeant un calendrier clair pour cette adhésion.
La Russie a donc pris acte de ce refus de dialoguer et la réaction a été violente. Poutine a donc reconnu les républiques autoproclamées du Donbass. Il est à noter aussi que ce projet de reconnaissance des républiques du Donbass a aussi été défendu par le Parti communiste russe, qui réclame depuis des années une intervention de l'armée russe pour sauver les populations russophones des milices nazies ukrainiennes. Seulement 3 jours après, il a envahi l'Ukraine. Là-dessus, en revanche, les communistes russes l'ont beaucoup critiqué. Tout ça n'excuse pas l'invasion de l'Ukraine. Poutine a commis un crime inexcusable et il faut réclamer le retrait des troupes russes. Expliquer, ce n'est pas excuser. Ça permet de comprendre de quoi est composé l'échiquier. Et on peut penser à la phrase de Montesquieu, « Les responsables des guerres ne sont pas seulement ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les ont rendues inévitables. » La première erreur serait de croire que Poutine est innocent. La deuxième erreur serait de croire qu'il est le principal responsable de cette guerre, qui dure depuis 8 ans. En attaquant l'Ukraine, Poutine viole le droit international. Seulement les États-Unis et leurs alliés peuvent difficilement leur faire la leçon. Ils ont démembré la Yougoslavie dans les années 90-2000 en violant eux aussi le droit international, en reconnaissant le Kosovo de manière unilatérale dans le but d'affaiblir la Serbie et briser la sphère d'influence de la Russie. Les États-Unis ont aussi causé 3 millions de morts en Corée et 3 millions de morts au Vietnam, en Irak aussi, plus d'1 million de morts, ainsi que des milliers en Yougoslavie et en Libye, sans parler des dizaines de millions de réfugiés à cause de leur guerre au Moyen-Orient, avec la complicité des islamistes en Syrie et en Afghanistan, ainsi que leur soutien permanent aux régimes criminels comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et ils ont construit leur nation sur un génocide. Maintenant, il ne faut pas être complotiste, il faut simplement être réaliste pour se dire que si Vladimir Poutine défend de manière atroce ses intérêts, tous les gouvernements du monde, à commencer par les Américains, le font aussi salement. Mais les démocrates les défendent pas de manière atroce. Vous venez de le dire. La grande différence entre les Américains ont fait des trucs atroces, pardonnez-moi. Je parle aujourd'hui. Mais au fond. Aujourd'hui, une grande différence entre la Russie et l'Amérique, c'est que la Russie défend ses intérêts de manière atroce, l'Amérique les défend de manière pas atroce. Et comme on a affaire à 2 impérialismes, on a eu le droit à ça. Je pense que Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus. Допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый régime несения боевого дежурства. Oh, on se calme. Je crois que la première règle de la dissuasion nucléaire, c'est déjà de ne pas en parler. On va être très clair, la guerre nucléaire, c'est le cauchemar à éviter absolument. On flippe d'autant plus que les États-Unis sont sortis d'énormément de traités empêchant la prolifération d'armes. Traité de ciel ouvert. C'est un truc qui est signé en 92, qui est que chacun peut s'informer sur les mouvements des troupes des uns et des autres. D'accord. Bon, les Américains, c'est un truc de sécurité. On voit comment tu bouges, je vois comment tu bouges, ce qui fait que c'est rassurant. Ouais. Bon, les Américains sortent, les Russes sortent. Donc on a une montée en tension, et il faut se rendre compte que là, la situation où on est, depuis plusieurs années, c'est qu'on a moins d'outils de désescalade qu'à l'époque de la guerre froide avec l'URSS communiste. Mais oui. Et le problème, c'est qu'en Occident, nos dirigeants ne sont pas foutus de comprendre ce danger. Quand Bruno Le Maire déclare « Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. » Non mais arrête, t'es pas tout seul. Alors, même si les chances que l'impérialisme rentre dans une guerre totale pour un pays émergent sont très minces, l'escalade que nous vivons actuellement est très alarmante. Nos dirigeants continuent de raisonner selon le paradigme de l'OTAN, en privilégiant l'alliage du bloc plutôt que la diplomatie. Ce jeu d'alliance imposé par l'OTAN est similaire à celui qui nous a menés à la Première Guerre mondiale. Nous sommes en effet dans une situation comparable à cette période où plusieurs blocs impérialistes se sont affrontés avec les peuples pour seule victime. On ne doit pas choisir entre l'impérialisme américain et l'impérialisme russe en émergence. Par contre, on doit prendre conscience que l'hégémonie américaine est en train de se terminer et que l'impérialisme américain est d'autant plus dangereux qu'il est prêt à tout pour contenir la montée en puissance des pays émergents comme la Chine, l'Inde et la Russie. C'est le syndrome de la bête blessée. Un empire déclinant est d'autant plus dangereux, surtout s'il a 700 bases militaires à l'étranger, comme les États-Unis. On ne peut pas parler d'un conflit sans passer un moment par les médias. Alors déjà, 90% des médias français sont dans les mains de 9 milliardaires, et il serait naïf de croire que ça n'a pas d'influence.
Et comme chaque guerre, les médias ont leur rôle à jouer, que ça soit du côté russe ou occidental. Ils servent à justifier leur offensive auprès de la population et fabriquer un consentement par divers procédés. Exemple au Vietnam, les incidents du golfe du Tonkin, où les communistes vietnamiens ont été accusés à tort d'attaquer des sous-marins américains. Ensuite, en Irak, on a utilisé le témoignage d'une infirmière qui nous affirmait que l'armée irakienne tuait des bébés dans les hôpitaux. Et surprise, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis qui avait lâché un gros mytho. En Yougoslavie, on a utilisé un document intitulé l'Opération Fer à cheval, censé prouver qu'un génocide se préparait de la part des Serbes. Surprise, c'était faux encore, ce document était bidon, il a été utilisé à l'époque pour justifier les bombardements de l'OTAN sur Belgrade. Irak 2003, une fiole de jus de pomme et des centaines de milliers de morts. On appelle ça les médias mensonges. En temps de guerre, la stratégie est la suivante. D'abord, la manipulation par l'émotion suite à des violences avérées, ou non d'ailleurs. Dans notre cas, c'est une émotion légitime du fait que cet envahissement est criminel. Seulement là, au lieu d'avoir des mensonges, nous avons en premier lieu une décontextualisation du conflit. Petit 1, oublier les intérêts économiques. L'impérialisme dominant qui est les États-Unis a besoin d'isoler la Russie pour nous vendre leur gaz de schiste, nous vendre toujours plus d'armes, empêcher l'économie des pays comme nous, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. de les concurrencer et avoir la main sur le commerce international. Petit 2, oublier l'histoire, en l'occurrence oublier le rôle de la Seconde Guerre mondiale dans l'imaginaire collectif des Russes, oublier la collaboration des fascistes ukrainiens dans la Shoah par balle et oublier les manœuvres impérialistes de l'OTAN contre la Russie. 3. Ne jamais donner la parole à l'accusé, les médias russes sont interdits et les journalistes qui critiquent la propagande de guerre sont accusés d'intelligence avec l'ennemi. Par exemple, c'est pas normal que le discours qu'on est en train de tenir là, de dénonciation de l'OTAN, se soit perçu comme un discours de propagande russe. De la même manière que c'était pas normal qu'en 1914, le fait de refuser l'escalade coûtait à Jaurès de se faire insulter, se faire traiter d'agent allemand, jusqu'à se faire assassiner. Les organes de propagande russes viennent de cesser d'émettre en Europe. Alors déjà, il semble qu'en France, le journalisme partisan est totalement légal, mais en plus, c'est une décision de l'Union européenne et pas de la France. Si encore on était vraiment en guerre contre la Russie, d'accord, mais là non. Et pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Ensuite, on lâche les chiens. Et en organisant des livraisons d'armes pour que les Ukrainiens puissent se défendre. Il y en a marre en fait. Il va falloir qu'on montre qu'on est puissant et qu'on est ferme, qu'on est fort. Et alors peut-être on sera entendu. Il n'y a plus de solution diplomatique. Quand on entamera un nouveau dialogue avec Vladimir Poutine. Mais pour l'instant, il faut assumer ce rapport de force, aller beaucoup plus loin dans les sanctions qu'on a été jusque-là. Et enfin, appuyer nos mots de condamnation avec des actes qui sont extrêmement clairs. Ne pas prendre parti entre l'OTAN, tout ça, c'est le passé. Dernière étape importante de la propagande de guerre, diaboliser l'adversaire. Poutine est fou, il est cruel, etc. Or, Poutine n'est pas fou. Poutine va agir en dirigeant qui va maximiser les intérêts des oligarques russes, qui comptent sur lui pour protéger leur pouvoir, et il répond aussi aux exactions de l'OTAN. Mais les médias dominants aiment bien réduire ça à la folie de Poutine, c'est aussi une façon d'écarter tout soupçon de notre côté et de donner une vision d'un conflit manichéen. Prétendre que Poutine est fou, c'est une manière de vous dire qu'on vous expliquera pas ce qui se passe. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance Atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter. Et on ne nous parle absolument pas de l'histoire du conflit, ni de la responsabilité écrasante de l'OTAN. Tout cela n'amène en rien à la réflexion. Le pouvoir capitaliste, par l'utilisation de ces procédés dans les médias de masse, fabrique le consentement d'une possible guerre économique ou militaire pour ses seuls intérêts. Et évidemment, depuis l'invasion, ça se tend à l'international. Beaucoup de gouvernements ont annoncé vouloir rejoindre l'OTAN, les États-Unis livrent de plus en plus d'armes, et en Russie, la situation s'aggrave. En Russie, Facebook et Twitter ont été supprimés 2 jours après la suppression des médias russes en Europe. On observe aussi une répression du Parti communiste russe, qui est la principale opposition au pouvoir là-bas. Alors, les communistes russes sont favorables à la reconnaissance du Donbass et de la Crimée, ils dénoncent le gouvernement ukrainien, mais ils critiquent l'invasion de l'Ukraine même s'ils sont partagés sur la question. Par exemple, un député communiste a été déchu de son mandat par le Parlement russe à cause de sa position. Et dans la rue, ça tourne aussi au vinaigre, les manifestations pour la paix sont réprimées. La Chine. Alors, la Chine, il est fort probable qu'elle prenne de l'importance dans la médiation de ce conflit. Elle a maintenu une position de relative neutralité et il est possible qu'elle pèse plus que d'habitude dans les négociations. Pareil avec l'Inde, qui s'est abstenue sur la condamnation de l'invasion. Encore une fois, ça montre que l'hégémonie américaine est remise en cause et que de plus en plus de pays émergents sont amenés à peser dans la balance.
La Russie a quand même certains atouts face aux sanctions, même si l'Union européenne et les États-Unis la sanctionnent sévèrement. Elle a déjà amorcé son virage économique depuis les sanctions de 2014 en prenant son indépendance par rapport au dollar. Si les sanctions s'aggravent contre Moscou, la Russie se tournera encore plus vers la Chine et les pays émergents. Au final, ce sont les peuples européens qui vont en souffrir le plus. On est dépendant du gaz russe et si la France s'aligne derrière la politique agressive de Washington et de Bruxelles, elle finira ruinée. Et on sera obligé d'importer le gaz de schiste américain puisque les partenariats avec la Russie auront été réduits, voire interdits. Nord Stream 2, le projet de gazoduc entre l'Allemagne et la Russie, est fortement compromis désormais. C'est l'objectif des États-Unis depuis très longtemps, saboter les relations économiques entre les pays européens et la Russie. Il y a des chances pour que les pays européens deviennent de plus en plus dépendants des États-Unis, qui nous entraînent dans leur propre fuite en avant. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Faut négocier. Actuellement, la Russie demande 4 choses. La démilitarisation, la neutralité, la dénazification de l'Ukraine et la reconnaissance des régions russophones. Bon, alors la démilitarisation, ça va sans doute être infaisable. Les Ukrainiens ont le droit d'avoir leur propre armée. Mais la dénazification et la neutralité de l'Ukraine, ça devrait pouvoir se discuter normalement. Pour la neutralité déjà, en garantissant surtout que l'Ukraine n'ira jamais dans l'OTAN, comme ce qui était promis par les États-Unis à l'origine. Et la dénazification, ça passe par la sanction de tous les partis nazis ukrainiens, la condamnation de la glorification du nazisme et des fascistes comme Stepan Bandera. Est-ce que ça serait scandaleux d'accepter ces 2 conditions? Non. On peut très bien donner ces garanties à la Russie tout en exigeant le départ des troupes russes. De toute façon, il n'y a pas le choix. L'Ukraine est envahie. Et la priorité absolue, c'est de trouver des compromis pour permettre le départ des troupes russes. Il y a une occasion en or de donner des garanties à la Russie, à peu de frais puisque ça arrangerait tout le monde. Et pour le Donbass et la Crimée, pour la Russie c'est simple, L'Ukraine représente un accès à la mer depuis le port de Sébastopol et c'est une capacité de projection cruciale pour eux en Méditerranée. D'autant plus que les régions du sud de l'Ukraine proches de la mer sont majoritairement russophones. Donc, étant donné que les accords de Minsk n'ont jamais été respectés par Kiev et par Washington, soit on décide de forcer l'Ukraine à les respecter et à reconnaître une certaine autonomie à ses populations russophones, soit on accepte que l'Ukraine, en échange du départ des troupes des Russes, concède à Moscou les régions russophones. C'est compliqué, c'est de la diplomatie et les négociations seront rudes, quoi qu'il arrive. Mais c'est la seule voie acceptable. Mais pour aller dans cette voie-là, il faut accepter de réfléchir aux exigences de la Russie, pas seulement de l'Ukraine. Et la France pourrait avoir un rôle là-dedans, sauf que si on veut peser diplomatiquement et avoir un rôle pacifique, il faut une diplomatie. Pour avoir une diplomatie, il faut être un pays souverain. Or, la France ne l'est pas, on n'a pas de monnaie nationale, on n'a pas de contrôle de nos frontières avec Schengen, on n'a pas de souveraineté militaire avec l'OTAN, pas de souveraineté politique avec l'UE, donc on est faible. Faible face au capitalisme. Je n'ai et n'aurai qu'une boussole. Vous protéger. Sort de l'OTAN. Quand l'Union européenne déclare qu'elle va livrer des armes à l'Ukraine, elle engage tous les pays européens sans aucune consultation démocratique et sans aucune légitimité. Ça revient à préparer une déclaration de guerre contre la Russie. L'Union européenne n'a pas à décider de notre politique étrangère. Que faire à notre échelle? Déjà, il faut absolument combattre la propagande guerrière de l'OTAN. Il faut imposer dans le débat que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une opération suicidaire. Une opération qui signifierait le déclenchement d'une guerre officielle contre la Russie. Une guerre contre la Russie ne profiterait à personne. L'Ukraine serait rasée et l'Europe serait plongée dans le sang et les larmes jusqu'à peut-être risquer l'extinction de l'humanité, surtout si ça joue avec les allumettes. Ça, c'est pour la question de la diplomatie. Donc, au-delà de la question de la diplomatie et de la lutte pour la souveraineté de toutes les nations, il faut poser la question du socialisme. Le capitalisme nous pousse droit dans le mur, en nous poussant à la confrontation contre les pays rivaux au profit de la bourgeoisie. Comme le dit Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. La première victime de la guerre est toujours la vérité, et elle vient souvent trop tard. C'est pour ça qu'il faut agir, informer sur le danger de l'impérialisme, qu'il soit russe, américain ou français, pour s'organiser concrètement contre la guerre, avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas un hasard si les guerres en Europe sont réapparues juste après la chute de l'Union soviétique. Malgré tous ses défauts, le socialisme permettait une certaine cohésion et de paix entre les peuples. Il empêchait la prédation économique et il mettait en œuvre une certaine égalité. Il donnait une éducation progressiste dès l'enfance pour surmonter les différences ethniques et construire la patrie socialiste. Ainsi, les dirigeants occidentaux ont applaudi la chute du socialisme comme la fin de la tyrannie,
sans reconnaître que cela laissait le champ libre au nationalisme agressif, au conflit ethnique, à la guerre.